qui est extraite donc de Flic ou Kaira, du roman de Rachid, où il y a donc Saïd Ben Sama, qui est le patron sanguinaire du clan des dealers et qui sème véritablement la terreur, hein, au sens littéral. On est aspiré, hein, quand on lit le livre, on a l'impression qu'on va se faire nous-mêmes couper la gorge en tant que lecteur, et donc il sème la terreur. Non, bien sûr, on est dans l'univers de la fiction, on en parlera sur la représentation et la fiction, on va en parler, mais justement, il déclare, si on n'était pas là pour tenir les microbes, leur ville serait à feu et à sang. Donc, effectivement, on a l'impression qu'il y a une complicité intégrale des tenants du pouvoir avec, effectivement, les barons de la drogue, les caïds, etc., pour faire en sorte que, eh bien, il y a ce que vous décriviez comme c'est volontaire, il y a une manipulation, on endort les consciences, etc., etc. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Je voudrais réagir parce que c'est quand même... C'est ton livre. Non, mais il y a une réalité. Alors là, c'est pas du tout... Il y a une réalité, il y a deux choses. La première, pour les trafiquants de stupes, les plus intelligents sont ceux qui sont conscients que finalement, pour que le commerce il tourne, pour que les gens viennent chercher leurs produits, il faut que ce soit calme. Donc c'est aussi la paix sociale. Maintenant, cette paix sociale, elle est organisée logiquement par le mec qui tient le terrain, parce que le mec qui tient le terrain, si les gamins cassent des voitures, etc., bon ben forcément, c'est pour leur profit, ils feront moins de profit. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'avoir... c'est pas de connivence avec les élus. Et parfois, les élus aussi, ils sont tributaires de ces gens, parce que ce que tu disais, c'est vraiment ça. Il y a des gens carrément qui se retrouvent en mairie, quand je dis pas en tant... Mais c'est aussi, quelque part, les tenants de la tranquillité publique, quelque part. Donc les élus sont aussi tenus par ça. Ça dépend aussi des territoires. Il y a un deal. C'est pas vraiment un deal, c'est une dépendance, c'est un équilibre. C'est une logique. Et toi, en tant qu'élu, parfois tu es pris par ça. Donc du coup, c'est pas la volonté parce que l'élu n'a pas d'intérêt à ce que, justement, il soit tenu par des dealers. Mais parfois, lui, sa tranquillité, il en dépend, enfin la tranquillité du coup des habitants. Alors, Rachid, juste, pour répondre sur les zones de non-droit, malgré tout, il y a un dérèglement des normes que tu mets en scène, hein, je veux dire de manière très matérielle, hein, très physique, et là sur des choses concrètes, dans ton livre, qui fait qu'on, malgré tout, on aboutit à une banalisation de la violence qui fait que ça ressemble à des zones de non-droit. Je ne dis pas pour autant qu'il n'y a pas un ordre. Et là, on peut parler effectivement de la comparaison avec les ghettos américains où la désorganisation est parfaitement organisée. Mais malgré tout, ce dérèglement des normes, qui est parfaitement orchestré, et ça Rachid le montre dans son livre évidemment, il aboutit quand même à du non-droit. Alors, le problème, c'est une discussion, j'avais une discussion avec la commandante de police, et je vais vous raconter une anecdote donc, qui est vraie, c'est sur un terrain, il y a des jeunes donc, qui organisent leur trafic. Et il y a une patrouille de la BAC, qui, du coup, on a le cliché du policier aujourd'hui, après discussion avec un ami qui est policier justement, qui est spécialiste en surveillance. Dans la police aujourd'hui, ce que disait aussi le commandant, là où ils se rejoignent, c'est que, c'est ce que tu disais aussi, ce sont des policiers qui sont en bande. Si vous demandez à un policier quel est son devoir, il ne va pas vous dire de protéger le citoyen, il va dire de protéger son collègue. Donc, on voit bien que ça s'est déplacé, ce sont des bandes contre des bandes. Donc, des bandes contre des bandes, l'anecdote que je vais vous raconter qui est véridique, c'est des policiers qui vont chercher de l'argent sur un terrain. Ils savent qu'il y a des gamins qui sont des adolescents adultes, qui tiennent le terrain, ont du fric, et bien ils sont partis chercher l'argent, et ça s'est fini en bagarre dans le parking, en bagarre. C'est-à-dire qu'ils ont posé les armes et chacun s'est tapé. Donc ça, quand on est dans des situations comme ça, c'est vrai, hein, c'est pas une blague, c'est pas une fiction. Bah, quand on est dans des situations comme ça, pour le jeune, bah, finalement cette personne, elle vient chercher son pain à lui. Donc, du coup, quel respect il peut avoir voilà, c'est que la personne qui est censée aussi défendre le citoyen, alors c'est pas tous les policiers évidemment, mais sur Saint-Denis, il y a une logique et qui devient aussi depuis, je crois, c'est 97 avec les lois sur la sécurité, etc. Donc les policiers, eux aussi, ils ont des chiffres à donner, ils racontent des anecdotes, le commandant m'a raconté, bah, que les mecs aussi, parfois, pour atteindre leurs chiffres, le mec qui sort de garde à vue, tiens, viens là, il est rattrapé, il le remet en garde à vue. Donc il y a vraiment on est dans un dérèglement, on n'est plus dans
ça rejoint effectivement, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est que les gens qui sont censés le faire, partent dans des dérives. Donc on arrive, ça devient. Mais ils sortent du système pour rejoindre un autre système. Et exactement. Les codes, ils prennent les codes. Et c'est ce que Dominique décrit aussi dans Bien connu des services de police, sur la police. Et ce qui est très important de bien comprendre, c'est que c'est pas un complot, c'est une logique. Et c'est une logique du mécanisme social. Il n'y a pas quelqu'un qui en haut décide que ça va se passer comme ça. C'est les forces en présence qui réagissent. Ouais, alors Dominique, puisque tu as le micro, garde-le, puisque du coup, tu dis, bon, il n'y a pas de... Enfin, on est dans une logique, on parlait de mécanismes, de systèmes qui ne sont pas une dénonciation, mais une description. Alors, pour toi, quel est le rôle de la fiction, et du roman noir en l'occurrence, et qu'est-ce qui la différencie du simple journalisme par rapport à ça? Ce qui la différencie majoritairement, c'est que nous, on fait notre boulot et les journalistes pas. Là, on commence comme ça. Enfin bon, Didier me regarde. Normalement. Bon, moi, je mets 2 ans pour écrire un roman. Un journaliste, il met 5 minutes pour faire un article à partir d'une dépêche d'agence. Alors, il y a plusieurs choses qui jouent par rapport à ça. Il y a la pression économique. Les journaux sont en situation extrêmement difficile. Donc, on leur demande d'être de moins en moins nombreux et de travailler de plus en plus vite. Il y a des limites, je veux dire, pour faire un sujet. Et pour le faire bien, il faut du temps, il faut enquêter, il faut se déplacer, il faut rencontrer des gens, il faut discuter, il faut du temps. Bon, les journalistes n'en ont pratiquement plus, c'est très très rare. Les enquêtes au long cours, c'est très rare. Il y a encore quelques personnes qui le font, mais c'est quand même rare, c'est pas la part principale des journalistes. Ensuite, alors là, il y a autre chose que moi je ne comprends pas du tout, mais que je constate simplement. Je suis très étonnée, on est dans un pays de liberté de la presse, et tout le monde dit la même chose. Voilà. Alors moi, je suis très étonnée, simplement. Alors, et je ne peux pas l'expliquer. Didier, justement, comment est-ce qu'on peut parler des banlieues, justement, sans tomber en travers des clichés, des stéréotypes, qui, comme tu le disais tout à l'heure en tout début de débat, finalement, sont fabriqués aussi en partie. C'est-à-dire qu'il y a une image des banlieues qui est entièrement fabriquée par, d'une certaine manière, les visions qui sont relayées via les médias, via les pouvoirs publics. C'est-à-dire que, finalement, là où il n'y a pas de ghetto, on en fabrique pratiquement. C'est assez simple, par exemple, ça sur le journalisme. Moi, au printemps, j'ai passé un petit peu plus de 15 jours où je me suis immergé dans un endroit qui est la ville de Béziers. Béziers, au sud, comme ça. Et quand je suis arrivé à Béziers, j'avais les codes de lecture de la ville de Béziers parce que j'étais en Seine-Saint-Denis, j'étais en pleine banlieue, j'étais dans le quartier de la gare de Saint-Denis, ou le quartier de la mairie de Saint-Ouen, et la banlieue, là, elle s'est transportée à cet endroit-là avec une ville en jachère, avec une ville qui est tombée, avec tout le commerce qui a fermé, avec des décisions municipales absolument effrayantes qui ont entraîné le déclin de la ville, avec une paupérisation absolument incroyable, avec 3000 logements pour une ville de 75 000 habitants, 3000 logements vides en centre-ville, avec toutes les populations pauvres de toute la région qui sont venues à Béziers parce qu'on peut squatter des logements, des choses comme ça. Et puis cette misère a entraîné le trafic, et avec, à partir de 6 h du soir, des secteurs entiers de Béziers qui sont entre les mains des dealers organisés, qui ne sont pas du tout, on ne se sent pas en insécurité du tout, c'est leur territoire, ils ont institué leur loi, ils ferment les rues, les gens qui habitent le quartier ne peuvent plus circuler en voiture parce qu'il y a les voitures qui arrivent de Marseille, ainsi de suite, pour faire arriver les produits. Et puis j'ai un ami qui habite au cœur de l'endroit tenu par les dealers. Une bonne nuit pour lui, c'est quand il y a moins de 25 personnes qui pissent contre sa porte dans la nuit.
Je suis allé voir, je suis allé discuter, comme ça je me suis véritablement immergé. Et cette ville s'est complètement donnée, même pas au Front National, beaucoup plus de la droite que le Front National, c'est-à-dire aux identitaires. Et donc là, on voit tous les mécanismes qui font que d'un seul coup, les choses s'inversent complètement et que des pouvoirs en remplacent d'autres. Et donc on voit toutes ces choses-là. Et c'est véritablement une ville qui a acquis ou qui a supporté tous les stéréotypes qui pèsent sur les banlieues. Et avec une population, j'ai suivi les meetings électoraux, je suis allé écouter et ainsi de suite, les gens sont totalement désemparés. Les seules forces qui existent pour s'opposer à ça n'ont pas les codes de compréhension que nous on a, parce qu'on a vu les choses se faire pendant 30-40 ans, donc il y a des éléments de résistance. Là, c'est véritablement un effondrement. Donc et au cœur de ce phénomène qu'on voit qui s'est accéléré très rapidement dans une ville comme Béziers, mais à côté il y a Agde qui vaut pas, c'est pas beaucoup mieux la situation et puis l'effondrement des intellectuels comme ça devant ces mécanismes. On voit qu'au cœur de tous ces phénomènes, c'est la question sociale. Pour donner des exemples. Sur Béziers, vous avez entendu parler, Robert Ménard, il dit qu'il ne faut pas mettre le linge aux fenêtres, on se croirait à Naples. Vous allez là-bas, mais vous voyez tout l'endroit où il y a le linge aux fenêtres, c'est tout le quartier médiéval où tous les appartements sont insalubres, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les choses à sécher, ça ne sèche pas, ça pourrit. Donc les gens le mettent, il faut régler la question sociale. Il faut qu'il y ait moins de gens dans les logements surpeuplés, il faut les refaire, il faut les aérer, il faut créer des salles de bain, des choses comme ça. Et à chaque fois, on va, avec ce système d'extrême misère qui s'est installé sur une ville, on va prendre des réflexes, on va susciter des réflexes, et les gens de bonne foi vont dire « ouais, c'est vrai, on n'a pas le droit de cracher par terre, on n'a pas le droit de ceci, on n'a pas le droit de mettre le linge et tout, c'est évident, il a raison, M. Ménard. » Non, il n'a pas raison, parce que la raison essentielle des phénomènes contre lesquels il s'insurge, c'est une question sociale. Et là, on est complètement, il y a une sorte de hold-up idéologique qui est fait, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le discours sur le ghetto, sur la zone de non-droit, sur ceci, cela, ça vous empêche de réfléchir pourquoi c'est devenu comme ça, pourquoi les gens sont dans cette situation, pourquoi les gens s'ensauvages dans certains quartiers. Ils s'ensauvages parce que il n'y a pas de boulot, parce que l'enseignement s'est cassé la gueule, parce que il n'y a pas d'organisation, il y a tout un tas de choses qui manquent comme ça, et ce qui fait que ça conduit à ce que les gens rentrent en collision très très frontale contre eux. Moi j'habite depuis 65 ans à Aubervilliers, j'ai bien vu ce phénomène-là se mettre en place. Je suis natif de Saint-Denis. On voit véritablement que les gens ne sont pas voués à ça. Et qu'à un certain moment, dès l'instant où toute une série de problèmes ne sont pas réglés, d'un seul coup on court à la catastrophe. Ma fille, pour terminer, elle a fait toute sa scolarité dans les écoles publiques d'Aubervilliers jusqu'au lycée, elle connaît bien Aurélie. Et je me suis pointé, elle était partie depuis 2 ans, elle était à l'université, et j'étais invité pour la première fois au lycée Henri Vallon d'Aubervilliers. Et je me retrouve devant 150 lycéens, ça se passe bien, on discute, j'ai étudié mes bouquins, et à la fin, il y a un môme qui lève le doigt, comme ça, qui me dit « Monsieur, je peux vous poser une question indiscrète ?» Vas-y. Il dit « Vous avez une fille qui s'appelle Aurélie ?» Il dit « Elle porte pas le même nom que moi, elle porte le nom de sa mère. » Et donc, personne ne sait. Et il me dit, et je dis « Oui, alors, il dit, pourquoi vous l'avez laissée dans un lycée poubelle comme ici, vous êtes un écrivain connu, vous ne l'avez pas mise à Paris ?» J'ai dit, elle est d'ici, et puis elle s'en est sortie. Et puis le môme, il dit, mais comment tous nos profs et tout, déjà ils n'habitent pas ici, et leurs enfants, ils sont pratiquement dans le privé, une chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait en face de moi des gens d'une lucidité qui avaient déjà compris la manière dont la société est organisée, et qu'ils se considéraient comme étant dans un truc poubelle, et que c'était la norme. Ils m'accusaient presque de ne pas avoir sauvé un môme, tu vois, c'était un truc comme ça. Et là, vous êtes vraiment pris à la gorge par cette violence qui leur est faite, et ensuite, quand vous commencez dans le secteur de l'école à instituer ce type de pensée,
avancées, vous voyez à quelle rapidité après ils peuvent être pris par ce système. Oui, mais justement, Rachid, c'est donc Mohamed Meshmach, donc, qui est le président d'Assez le Feu, donc bon, c'est une association qui est née à la suite des émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois, et qui finalement a fait le pari de la participation des habitants. Et dans la préface, il fait justement en parallèle, Rachid fait exactement la même chose que nous, mais il le fait à travers son travail d'écrivain. Et il dit, comment dire, il rencontre de la vie des quartiers, il contribue au travail de mémoire. Alors quand on lit Flic ou Kaira, on se rend compte qu'il y a tout un travail quand même sur le langage qui est fait par Rachid, hein, et c'est autre chose que du Verlan, hein, moi je l'ai lu attentivement. C'est bien plus complexe comme langage que le Verlan, il y a des moments où il y a des envolées de rap, il y a une scansion poétique, hein, il y a véritablement un travail d'accompagnement avec le langage de la littérature, et du coup ça donne un souffle extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a la double impression à la fois d'un enfermement dans ce qui finit par ressembler à un ghetto, et à un destin totalement sacrifié, de personnages eux-mêmes sacrifiés, et en même temps une émancipation par le langage. Est-ce que finalement la part de l'écrivain elle n'est pas là aussi, d'autant que d'une certaine manière un écrivain il a la liberté finalement de donner à ses personnages la destinée qu'il veut, c'est-à-dire ça peut se terminer bien aussi. Oui, complètement, c'est là aussi on peut, en tant qu'auteur, ce qui est bien, c'est qu'on peut mener des vies qu'on n'a pas pu avoir. Donc ça, c'est le grand kiff en tant qu'auteur. Je ne sais pas pour vous si c'est le cas. Pour les cas, ils sont violents d'être traders sans concession. Mais est-ce que fait Didier ce travail de mémoire? Parce que c'est drôle, je pense à des gens, des cadres de la fonction publique que j'ai rencontrés, et qui te citaient en fait, qui grâce à toi, étant universitaires, ils avaient découvert en fait des minorités à travers des romans. Je voulais rebondir sur une chose que tu disais tout à l'heure qui est hyper juste, sur ce jeune qui t'a demandé en fait pourquoi tu t'as laissé ta fille à Aubervilliers. Il faut savoir que moi je pense à un collégien, donc je fais des interventions dans des collèges qui sont des interventions qui rentrent dans le cadre de la culture, donc l'idée c'est de déclencher la curiosité des collégiens. Et j'avais eu une confrontation avec un jeune où là ça rejoint complètement, c'est qu'il me disait mais pourquoi vous venez dans notre... Pourquoi il me demande si vous êtes... Il me dit mais vous êtes riche? Je lui dis non, je travaille, je suis comme tes parents. Donc voilà. Et il me dit ah ouais non, c'est parce que vous êtes comme nous, vous êtes là. Je dis c'est-à-dire. Et ce jeune en fait me parle d'argent. Me dit ouais, les gens riches de toute façon, les gens connus viendront pas vers nous, etc. Je dis mais est-ce que pour toi c'est quoi être riche? C'est une réussite?